Bonjour à toi, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un certain collier de perles. Alors, c'est un problème qui peut servir de développement aux oraux d'agrégation et qui fait appel à la théorie des actions de groupe dans sa résolution. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va disposer d'un fil circulaire, de 4 perles bleues, de 3 perles blanches et de 2 perles oranges, alors plutôt rouges, je dirais, sur ma figure. Et on va se poser la question, combien de colliers différents peut-on faire avec ce matériel? Ce problème est tout droit issu du livre de François Combes, Algèbre et géométrie destiné à la préparation du CAPES et de l'agrégation. Alors dans sa résolution, il est vraiment très, très succinct, dans le livre et donc je le reprends de manière beaucoup plus détaillée, tel que je vais vous le présenter aujourd'hui dans, le livre «Épreuve orale d'exemples et d'exercices» coécrit avec Laetitia et Lino. Alors avant, de démarrer la résolution, de cet exercice, ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est un petit rappel vraiment très succinct, des notions, je dirais, essentielles à avoir en tête avant de démarrer. Alors, évidemment, je vais commencer par te parler des actions de groupe et pour cela, je vais considérer G un groupe et X un ensemble. Alors c'est parti, je vais commencer par la première définition où on va dire que G opère à gauche sur X. Si on a une application donc qui va du produit cartésien de G croix X à valeur dans X et qui va vérifier ces deux assertions-là. Évidemment, je peux définir exactement de la même manière G qui va opérer à droite sur X. Alors à partir de là, donc si je considère un groupe G qui opère sur l'ensemble X, je vais pouvoir définir trois ensembles. D'abord, le stabilisateur de X. Alors ça, c'est l'ensemble des éléments de grand G qui vont laisser invariant petit x. Ensuite, il y a l'orbite de X, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble grand X, cette fois-ci, que l'on va pouvoir relier à petit x sous l'action de G. Et enfin, l'ensemble des points fixes de G qui constitue l'ensemble des éléments de X qui restent invariants sous l'action de G. Alors ensuite, on va finir les actions de groupe avec la formule de Burnside, dont on a besoin tout simplement dans l'exercice pour dénombrer le nombre d'orbites et donc ce nombre-là qui nous est donné par cette superbe formule. Ensuite, j'enchaîne avec la définition du groupe diédral. Qu'est-ce qu'on appelle le groupe diédral d'ordre n? C'est le groupe des isométries du plan qui va conserver un polygone régulier à n côtés. Alors, de quoi est-il constitué? Il va avoir exactement deux n éléments. On va compter n rotations de centre, évidemment, le milieu du polygone et d'angle 2i capi sur n, bien sûr, avec k qui varie de 0 à n-1 et n réflexions. Alors là, on va avoir, on va dire, deux configurations possibles. Le cas où n est pair, et là, les axes joignent deux sommets opposés, ou bien ils vont joindre deux milieux de côtés opposés, comme vous le voyez sur la figure. Dans le cas où c'est impair, pas de choix possible, les axes joignent un sommet au milieu du côté opposé. Bon, maintenant que les rappels sont faits, on peut démarrer la résolution de ce problème-là où, je rappelle, on dispose d'un fil circulaire de 4 perles bleues, 3 blanches, 2 oranges et on veut savoir combien de colliers différents on peut faire avec ce matériel. Pour répondre à la question, on a d'abord besoin d'un lemme. Donc si on considère X un ensemble à n éléments, et un cas uplet à valeur dans n, tel que la somme des ni pour i variant de 1 à k est égale à n, on va noter l'ensemble x indice n1, nk, qui va représenter, d'après l'écriture que vous voyez là, en fait, l'ensemble des partitions de x qui vont contenir exactement k parties et où chaque partie est de cardinal ni. Alors, dans ces conditions, on va montrer que le nombre de cet ensemble-là, le cardinal de cet ensemble-là, va s'écrire n factoriel sur le produit des ni factoriels.
Alors ça, c'est une preuve que l'on va pouvoir faire par récurrence. Et donc pour l'étape d'initialisation, on va considérer qu'on a une seule partie. Donc cette partie, elle va obligatoirement, puisqu'il s'agit d'une partition, contenir les n éléments de x. Et donc c'est très facile de compter le nombre de partitions, il n'y en a qu'une seule possible. Et donc le cardinal, alors je vais essayer de garder la même notation partout. Cardinal de x indice n1 va valoir 1, et 1, ça correspond bien à n factoriel sur n1. Alors n1 factoriel qui vaut aussi n factoriel. Donc on est bon pour l'étape d'initialisation. Donc maintenant, on va supposer, on va prendre un rang K quelconque, et on va supposer que l'hypothèse est vraie à ce rang K, et on va évidemment chercher à prouver qu'elle est vraie encore au rang suivant. Et donc, pour cela, on va considérer, donc cette fois-ci, un K plus 1 uplet, toujours à valeur dans n, bien sûr, qui vont vérifier, donc qui va vérifier toujours que la somme des ni pour i variant de 1 à K plus 1 est égale à n. Et on va s'intéresser au cardinal de l'ensemble des partitions à K plus 1 partie, dont chaque partie contient toujours ni éléments. Alors, pour ce faire, moi je propose une petite figure, bon, c'est ce qu'il y a de plus simple, où là je vais représenter mon ensemble X, et je rappelle que l'ensemble X contient exactement n éléments. Donc il a n éléments que je vais représenter par des petites croix. Voilà. Et donc, on va commencer par choisir la partie qui contient n indice K plus 1 éléments. Donc je choisis hop, ma partie qui contient donc n indice K plus 1 éléments. Et là, donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste cette partie-là. Cet ensemble-là, que je vais appeler x'. X', combien d'éléments il a? Il a exactement n éléments moins les n plus k éléments que j'ai déjà retirés. Et donc, il y a combien de façons de partitionner x'? D'après les notations qu'on a choisies tout à l'heure, il y a exactement cardinal de x' indice n1, nk. Alors, combien de façons de partitionner? Évidemment, toujours avec k parties, donc chaque partie contient ni éléments, qu'on s'entende bien. Et donc, d'après les notations, elles vont s'écrire de cette manière-là. Alors maintenant, ça y est, en fait, on a fait le lien entre un ensemble à k plus 1 partition et un ensemble à k partition, ce qui va à k partie, pardon, ce qui va me permettre de faire appel à mon hypothèse de récurrence. Donc, je commence par faire le choix de mes K plus 1 éléments parmi n. Et donc, il me reste exactement à partitionner le reste de la manière suivante. Donc, l'ensemble x', à partitionner en K parties, dont chaque partie a ni éléments. Alors, j'applique maintenant mon hypothèse de récurrence. Donc là, la combinaison qui s'écrit bien sûr n factoriel sur nk plus 1 factoriel, facteur de n moins nk plus 1 factoriel. Et là, d'après l'hypothèse de récurrence, je vais commencer par mettre au numérateur le nombre d'éléments de x' en factoriel. Et on a dit tout à l'heure qu'il contenait n moins nk plus 1 factoriel éléments. Et donc là, je divise par le produit des ni factoriels, où les ni, c'est le nombre d'éléments de chaque partie. Il ne me reste plus qu'à simplifier pour retrouver immédiatement le résultat qu'on souhaitait démontrer, c'est-à-dire n factoriel sur n1 factoriel, et là nk factoriel, je rajoute mon nk plus 1 factoriel, et c'est gagné, donc bien sûr plus la conclusion pour écrire joliment la récurrence.
Donc ceci étant fait, on va maintenant pouvoir passer au problème, bien sûr, en lui-même. Donc pour ce faire, on va réserver 9 emplacements sur un cercle. Donc sur le cercle, réservons 9 emplacements. Alors qu'on va nommer A0 à 8 et qui seront bien sûr régulièrement espacés de sorte à former les sommets d'un polygone régulier à 9 côtés. Donc régulièrement espacés. Alors, on va noter P, cet ensemble de points. Et O, le centre du cercle. Alors, je me suis laissé un petit espace ici pour tracer une figure. Donc là, si je mets à 0, comme j'en ai 9, il faut que j'essaie d'en répartir à peu près régulièrement 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. Bon, c'est à peu près correct, on va dire. Donc A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8. Bien, alors maintenant, on va considérer un autre ensemble. Donc on considère X, l'ensemble des partitions 4, 3, 2, évidemment, qui correspond au nombre de perles bleues, blanches et oranges de P. Alors, X, d'après les notations qu'on a introduites tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que P que j'ai indicé 4, 3, 2. Rappelez-vous de la notation dans le lemme. Et donc, ça correspond à l'ensemble des 3 parties IJK, donc, qui sont chacune des parties du polygone, tel que P va s'écrire comme I union, alors c'est des unions disjointes, donc je vais faire des U un peu carrés comme ça, J union K, et avec comme condition supplémentaire que le cardinal de I est égal à 4, que le cardinal de J est égal à 3, et enfin que le cardinal de K, lui, est égal à 2. Alors, d'après le lemme, on a que le cardinal de x va s'écrire pour le coup 9 factoriel, c'est la somme des NI, 4 plus 3 plus 2, et donc ici on va avoir 4 factoriel, 3 factoriel, 2 factoriel, soit 1260. Alors, pour faire un collier, ça va être donc l'une de ces partitions, bien sûr. Donc pour faire un collier, on réservera l'une de ces 1260 partitions. Ok, mais alors parfois il se peut que des partitions soient identiques. On imagine très bien que par exemple par rotation, on a exactement le même collier, donc on ne va pas compter de colliers différents. Donc, deux partitions des éléments de X, hein, voilà, c'est-à-dire qui s'écrivent exactement de la manière dont on a décrit tout à l'heure l'ensemble X, vont donner deux colliers identiques à partir du moment où on peut passer de l'une à l'autre, de l'un à l'autre plutôt, par une isométrie du plan qui conserve
le polygone à 9 côtés. Le polygone régulier, bien sûr. Le polygone régulier à 9 côtés. Et donc, d'après le petit rappel de tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, cet ensemble-là contient exactement 18 éléments, hein, 2 fois 9, dont 9 rotations. De centre, bien sûr, le milieu du polygone, le centre du cercle, et d'angle, alors je vais les noter RK, d'angle de capi sur 9 avec K qui va varier pour le coup de 0 à 8. Évidemment, on va compter les 9 symétries orthogonales qui conservent le polygone. Bien. Alors, donc, pour pouvoir compter justement combien de partitions différentes on va être amené à définir l'action du groupe diédral des 9, hein, donc qui conserve le polygone régulier à 9 côtés, sur l'ensemble X. Mais on va détailler les étapes, on ne va pas le faire en un temps, on va d'abord très naturellement considérer dans un premier temps, donc on considère dans un premier temps l'action du groupe diédral D9 sur P, de la manière suivante, avec l'action suivante. Donc évidemment, comme on avait rappelé dans la définition, elle doit aller de décroît P à valeur dans P, et au couple F, donc F qui est une isométrie du plan pour le coup, AK c'est un des sommets de P, on va lui associer l'image de AK, alors je peux détailler ça comme ça, f.ak qui va s'écrire comme étant l'image de AK par l'isométrie F. À partir de là, je vais pouvoir maintenant définir l'action de D9 sur n'importe quelle partie de ce polygone, puisqu'elle va être stable par l'action de D9, donc de la manière suivante. Donc, ce que je vais appeler A, c'est une partie de P, et qui va associer donc F de A. Alors, pareil, je vais l'écrire convenablement, donc F.A qui va s'écrire F de A, et comme je vais définir ça comme l'image de chaque AK, où AK est un élément de A, tout simplement. Voilà. Donc, je rappelle que les AK, c'est les sommets, hein, de A0 à A8. Et enfin, maintenant, je vais pouvoir définir l'action de D9 sur l'ensemble X. Donc, à valeur, bien sûr, dans X. Alors, je vous rappelle que les éléments de X s'écrivent sous la forme IJK, hein, avec les conditions qu'on connaît. Et donc, on va renvoyer, toujours pareil, hein, l'image de IJK, voilà, qui va correspondre au triplet F de I, F de J et F de K. Voilà. Donc ça y est, on a réussi à définir l'action de D9 sur X. Et maintenant, le problème est simple, puisque pour compter le nombre de colliers différents, il suffit tout simplement de compter le nombre d'orbites dans X sous l'action de D9. Donc, le nombre de colliers différents que je vais appeler Y est donc le nombre d'orbites dans X sous l'action, bien sûr, de D9.
Voilà, et ça, on sait que ça se fait à l'aide de la formule, bien sûr, de Burnside, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, je vais la réécrire. Elle nous disait, rappelez-vous, que Y allait s'écrire 1 sur le cardinal de D9, bon ça c'est facile, on le connaît déjà, fois la somme, on va sommer sur l'ensemble des éléments de D9, le cardinal de fixe de G. Alors, toujours à titre de rappel, on l'avait dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, fixe de G, c'est l'ensemble des éléments en fait de X, tels que G de X, X est invariant sous l'action de G en fait. Ok, donc maintenant, il faut compter tout ça. Donc, il faut qu'on détermine le cardinal de D9, ça va aller vite, mais aussi il faut déterminer le cardinal de fixe de G pour chaque élément de D9. Donc, on sait déjà que le cardinal de D9, c'est 2 fois 9, soit 18. Bien. Maintenant, on va prendre G, un élément de D9, et on va regarder au cas par cas. Alors, déjà, on va se mettre dans le cas des rotations. Mais dans les rotations, on va traiter plus particulièrement le cas où petit k est égal à 0, c'est-à-dire le cas où G est en fait égal à l'identité. Alors, dans ces cas-là, on s'accorde à dire que quand même tous les éléments de grand X sont invariants par l'identité, et donc fixe de G, c'est l'ensemble X tout entier, bien sûr. Alors, fixe de G est égal à grand X, et tout à l'heure, on avait le cardinal de grand X. On en déduit donc que le cardinal de fixe de G vaut 1260. Bon, maintenant, je vais prendre les autres rotations, donc le cas où elles sont toutes différentes de l'identité. Donc, G va s'écrire R puissance K, c'est-à-dire exponentielle 2 sur 9, avec K, cette fois-ci, qui démarre à 1 et qui s'arrête à 8. Donc, on prend, je vais appeler ça I, pour essayer de structurer un petit peu. Donc, on va prendre un élément X du fixe de G, je traduis une condition d'appartenance. Donc, mon élément, il est dans fixe de G. Si G de X est égal à X. OK. Maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement au boule orange, parce que ce qui va se passer, c'est que ça doit me renvoyer une boule orange sur une boule orange. Voilà, puisque il est dans fixe de G. Mais sachant que G est différente de l'identité, ça va vouloir dire nécessairement que mes deux boules vont tout simplement être échangées. Donc, c'est ce qu'on va commencer par écrire. Donc, comme on a deux boules oranges, et puisque G n'est pas égal à l'identité, alors nécessairement, c'est que G échange les deux positions. OK. Si G les échange, ça veut dire que G carré va les remettre à leur place, puisqu'il va les échanger à nouveau. Donc, puis G carré les remet à leur place. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je traduis ça, ça veut dire que RK au carré, c'est-à-dire R puissance 2K de X, est égal à X. Et donc, on a R puissance 2K qui a exactement, au moins plutôt 3 points fixes. Il a 3 points fixes qui sont les deux boules oranges et le centre. Alors, une rotation à 3 points fixes, ce n'est rien d'autre que l'identité. J'en déduis donc que R de K est égal à l'identité.
Alors maintenant, on va raisonner sur l'ordre de R. L'ordre de R, bah, il vaut 9. Hein. R, je vous rappelle que c'est 2i pi sur 9. Et donc la plus petite puissance à laquelle je vais pouvoir élever R et qui va me renvoyer l'identité, c'est 9. Et donc ça va être l'ordre de R. Donc comme l'ordre de R est égal à 9, et comme j'ai aussi cette condition-là, ça veut dire que nécessairement 9 va diviser cette puissance de R qui est de K. Donc on a nécessairement 9 qui va diviser 2K. Mais voilà, on voit que bien sûr 9 est premier avec 2. Et donc d'après le lemme de Gauss, on peut en déduire tout simplement que 9 va diviser K. Bon, là, on va avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que K, bah, tout à l'heure, on avait vu qu'il était coincé entre 1 et 8. Et donc, la situation est impossible. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, le cardinal vaut 0 puisque l'ensemble est vide. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à considérer les réflexions. Donc, hop. Maintenant, je vais me mettre dans le cas où G est une réflexion. Alors là, je suis dans le cas où on a n impair, et rappelez-vous que bah, nécessairement, de toute manière, hein, on va avoir l'axe qui va passer par un sommet et par le côté opposé. Et s'il passe par un sommet, si je veux avoir une symétrie des deux côtés de mon axe, forcément, il va passer par les blanches, puisque par une boule blanche, puisque c'est le seul nombre impair de perles que j'ai. Donc, on y va pour la rédaction. Donc, alors, l'axe passe obligatoirement par un sommet. Et par le milieu du côté opposé, hein, ça c'est parce qu'on a un nombre impair. Par exemple, disons A0. Alors, je prends comme exemple A0 et du coup, il ne faudra pas oublier les 8 autres cas. Les 8 autres cas. Voilà. Alors, donc, je disais aussi que A0 était nécessairement une blanche si on voulait obtenir une symétrie des deux autres côtés. Donc, A0, on y met forcément une blanche. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous avez votre blanche qui est là en A0, disons. Hop, la blanche. Là, vous avez votre axe qui passe comme ça, hop, et là, il faut répartir de manière symétrique ce qui reste. Pour répartir de manière symétrique, je n'ai qu'à répartir d'un seul côté, le reste, bah, ça se fera automatiquement par symétrie. Donc, si je place ces boules-là, de l'autre côté se fera automatiquement par symétrie. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste à placer? Il me reste à placer deux bleus, une blanche et une orange. Et je sais exactement comment je vais compter ça. Alors, je vais arrêter de mettre DS après une blanche quand même. Hop. Alors, donc, il suffit de placer comme on voudra. Donc, deux perles bleues, deux perles bleues, hop, on va réécrire ça proprement. Une blanche et une orange.
Ensuite, on complète par symétrie. Alors, pour dénombrer, c'est facile parce qu'on a encore la formule du lemme qui est valable. Et donc, on sait qu'il y a exactement 4 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, possibilité, c'est-à-dire 12. Allez, il n'y a plus qu'à compléter la formule de Burnside pour conclure. Donc, finalement, on va avoir Y qui va s'écrire 1 sur 18, facteur de 1260 plus 9 fois 12. Et donc, on obtient 76 qui représente le résultat final. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.